Bonjour Marie, Hello Pauline. je suis ravie de te recevoir pour notre premier enregistrement en commun. Carrément, écoute, ravie d'être avec toi. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses à se dire aujourd'hui. On va se régaler sur ce sujet que l'on a préparé. Avant de rentrer sur le vif du sujet, je vais te présenter. Tu es attachée de presse depuis 15 ans. Ça ne Euh, me rajeunit pas quand tu dis ça. on sent l'expérience, on va surtout sentir ça pendant le déroulé de ce sujet. Tu travailles particulièrement avec des startups, PME, ETI et grands groupes, notamment sur des sujets innovation, industrie. Beaucoup de B2B, Ouais, principalement du B2B, sur Grenoble et au-delà, ouais, n'est-ce pas? tech, économie, finance, Ouais, effectivement, vraiment le fer de lance, c'est le B2B. OK. Et du coup, on a choisi de faire un sujet sur, on est à l'aube de 2026 et il y a vraiment une place à prendre pour, les communicants, les directions marketing, sur comment réussir leur stratégie RP, en 2026. Donc on va présenter une méthode qui a fait ses preuves, qui marche. Et ouais, je suis très contente de faire cet enregistrement avec toi, puisque toi, tu as la compétence marketing, hein. Tu as été directrice marketing pendant une dizaine d'années Mmh. et reconvertie en RP. Donc, tu as vraiment la brique marketing qui fait qu'on va pouvoir aborder des sujets même beaucoup plus larges que les RP, mais qui finalement servent à la notoriété de toute entreprise. Absolument, j'ai une vision un peu 360 quand je Mm. fais des stratégies pour mes clients, donc hybride, marketing, com et RP, qui servent bien. Et puis on est toutes les deux créatrices de contenu sur LinkedIn, donc on a aussi cette expertise-là finalement que nos clients apprécient. Bon, on attaque alors C'est parti. le terrain de jeu de DRP en 2026, DRP B2B. Absolument. Donc qu'est-ce qu'on a au menu? Écoute, déjà, je pense qu'on va un peu poser le contexte, hein. On peut dire qu'il n'est pas facile aujourd'hui pour les RP, pour les dire marketing, les dire com. On a d'un côté une baisse des effectifs dans certains médias. Euh, D'un autre côté, on a toujours plus de communicants qui veulent apporter de l'info aux journalistes. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour arriver à accorder un peu nos violons et à se faire repérer dans ce média market qui est quand même ultra saturé? Oui, je peux peut-être partager une stat. J'avais lu qu'il y avait un journaliste pour 7 communicants, donc responsable com, responsable marketing ou attaché de presse. Autant dire qu'ils sont sacrément encadrés, cernés. Complètement. Et donc, il y a ce fameux phénomène qui est là depuis déjà plusieurs années, qu'on appelle l'infobésité. On a encore vu il n'y a pas longtemps un journaliste du Figaro qui a posté un article comme quoi il avait près de 80 000 mails non lus dans sa boîte mail. Très clairement, on en est là. Comment est-ce qu'on fait pour émerger aujourd'hui dans un média market qui est saturé? Et on va justement donner les clés d'une stratégie éprouvée qui va être en 3 volets pour justement permettre à toute entreprise, qu'elle soit dans n'importe quel secteur B2B, de travailler intelligemment avec les médias et les journalistes et de créer du lien pertinent et efficace. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, ça va être d'attaquer ce sujet-là en trois parties. Donc, on va vous parler des actus chaudes, on va vous parler des actus froides et on va vous parler du thought leadership. Donc, pour commencer, les actus chaudes, c'est quoi? Eh ben, c'est ce qui justifie aujourd'hui de se rapprocher des journalistes avec nos grandes actualités. Donc, nous, ce qu'on recommande avec Marie, c'est d'avoir à minima 3, idéalement 4, 5 à 6 actualités chaudes que vous pouvez partager. Donc, une tous les 2 mois, c'est l'idéal. Sous la forme d'un communiqué de presse, évidemment. Les actus chaudes, ça va être quoi? Ça va être vos levées de fonds. Ça va être vos partenariats, vos signatures de gros contrats. Ça va être votre extension sur de nouveaux marchés, notamment à l'international. Ça va être le lancement de nouveaux produits. Donc, tous ces sujets-là, le FUSAC également, acquisition d'entreprise, ces gros sujets plaisent aux journalistes et nous vous conseillons vraiment de capitaliser dessus. Ce sont des temps forts et il faut qu'il y ait un momentum autour de ces annonces. Alors, évidemment, quand on parle un peu de timing, nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir à minima une belle actualité à communiquer tous les 2 ou 3 mois, ce qui est déjà quand même plutôt pas mal quand on doit gérer toute une feuille de route marketing com avec des temps forts. Mais on n'a pas toujours de l'actualité, une levée de fonds, une acquisition, un lancement de produit ou que sais-je. On peut, dans ces actualités chaudes, créer du contenu.
Et c'est vraiment moi, quelque chose que je fais beaucoup avec mes clients quand on peut le faire, quand il y a la data en interne, on crée des baromètres. Un baromètre va être en fait un document, qui va être, créé à la fois par, le service marketing et analysé aussi, interprété et mis en lumière par, le côté com RP, pour décrypter une tendance, pour décrypter une problématique, avoir un angle fort. Typiquement, récemment, j'ai fait, un baromètre, pour, un acteur de la gestion locative qui était 100 digitalisé, et on a fait un baromètre de la colocation. Un baromètre de la colocation, bah, du coup, on a donné un état des lieux du marché, en 2025. Bah, qui sont aujourd'hui, les nouveaux colocataires? Dans quelle région est-ce qu'il y a la plus forte demande? Où sont les loyers les plus chers, en France? Et en fait, on a vraiment un panorama, qui permet aux journalistes d'aller alimenter derrière leur papier, leur dossier un petit peu plus générique, et on devient leader top of mind, de notre secteur, de notre marché quand on fait ce type de contenu. Absolument. La data parle et les journalistes aiment s'appuyer sur les chiffres pour pouvoir voilà, écrire leurs articles, en effet. Il y a également une autre technique qui marche bien. Alors, elle marche bien, mais elle demande quand même beaucoup d'efforts. C'est quand il faut réagir à l'actualité ambiante. Le fameux newsjacking. Voilà, le fameux newsjacking. On est typiquement, moi j'ai un client qui travaille dans l'épargne salariale et retraite. Ça bouge tout le temps au niveau du gouvernement. Donc on prend la parole régulièrement pour proposer aux journalistes d'avoir un éclairage d'experts sur tel ou tel angle de ce fameux sujet salaire-retraite. Et alors, on va dire qu'on va être très transparent, hein. Le ratio par rapport à l'énergie qui est déployée, n'est pas toujours au rendez-vous. Mais quand on a ne serait-ce qu'un gros média qui s'intéresse à notre propos, on a déjà quand même pas mal gagné. Parfois, il faut aller contacter, faire voilà, plusieurs prises de contact qui demandent beaucoup de stratégie. Ça demande d'être extrêmement réactif. Ça demande donc de mobiliser les porte-paroles et les communicants chez nos clients. Et il n'y a pas de retombée systématique, en fait. Il n'y a pas d'acceptation côté journaliste, rédacteur en chef systématique. Donc, parfois, ce sont des coups dans l'eau. Mais je trouve intéressant, dans des stratégies RP à l'année, d'avoir quand même ces réflexes-là et d'essayer, en tout cas, à plusieurs reprises, de ne pas se décourager. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas, mais au moins de rester à l'affût de l'actualité. Et Marie, qu'est-ce qu'on va, quand il y a eu voilà, une actu qui est sortie et des prises de parole qui ont été faites, qu'est-ce qui va être intéressant chez nos porte-paroles, qu'ils aillent dans le sens de ce qui est dit, ou bien au contraire? Et non, au contraire, il faut quand même prendre le contre-pied. Enfin, en fait, il faut faire avancer le débat. Qu'on a un porte-parole directeur général, un responsable de l'innovation, enfin, on leur demande pas d'aller suivre bêtement la tendance ou les... Ce qui a déjà été dit, Ouais. On leur demande d'apporter un éclairage qui va être pertinent, qui va être différenciant et qui va pouvoir amener tout l'écosystème à réfléchir. On va élever le débat, ouais. On va apporter de l'eau au moulin avec des contre-exemples potentiellement, avec des avis divergents. Le but, c'est pas d'être polémique. On déconseille d'ailleurs dans les stratégies de com auprès de nos clients d'être polémique. On va apporter du thought leadership. Ça, on reviendra dessus en fin d'échange. Complètement. Et je pense que tu peux peut-être en parler. Toi, tu as l'habitude de travailler avec des calendriers, des feuilles de route, des marronniers dans le secteur de l'énergie. Ouais. C'est intéressant pour aller se raccrocher à des faits d'actualité. Complètement. Donc, au niveau réglementaire, quand on a des annonces qui sont faites, je pense aux annonces de RTE, par exemple, ça va être intéressant de se préparer en amont. Je le fais avec plusieurs de mes clients. On a déjà des fuites en amont, souvent des grandes annonces, des conférences de presse, par exemple, de RTE qui vont avoir lieu. Quand on dit des fuites, c'est un petit peu des tendances sur ce qui va être dit. Du coup, on peut préparer nos messages clés et, alors, pas forcément faire un communiqué de presse, c'est pas forcément ça, mais avoir dans les contacts journalistiques que l'on a, pressentir quelques prises de parole qu'on va pouvoir faire, quelques commentaires sur cette actualité, sur les annonces qui vont être faites. Ce sont ces commentaires à valeur ajoutée qui vont intéresser les journalistes pour leur papier. Et plus on prépare, hein, c'est la clé dans la com. Anticipation. Voilà, plus on prépare et plus on peut être efficace. C'est vraiment dégainer très rapidement les sujets qu'on veut faire passer. Être réactif, c'est une chose. Être proactif, c'est encore mieux. Ouais, complètement.
Donc comment est-ce qu'on émerge en fait dans un marché qui est saturé en RP B2B? Les conseils qu'on peut donner, c'est d'apporter un chiffre, d'apporter vraiment un contexte, de rebondir sur comme tu l'as dit, une réglementation ou autre. Et puis on va pas faire du générique. Tous les journalistes, c'est la base du métier, je le répète, et je pense que les directeurs marketing et communication qui vont écouter le savent, mais vraiment, on ne va pas apporter la même info, le même angle d'attaque à un journaliste qui va travailler peut-être dans plutôt la partie logistique que dans la partie réglementaire. Voilà, c'est vraiment la base du métier. On personnalise et on incarne. Je te propose, Marie, que l'on passe désormais au sujet, ce qu'on appelle les sujets froids. C'est-à-dire que pour durer dans les médias, il va falloir montrer notre expertise de manière consistante, même en dehors des annonces chaudes qui sont un peu des coups one-shot. Donc là, les sujets froids, ils sont traitables de différentes façons. Par exemple, il y a tout ce qui touche aux sujets transverses au sein de nos entreprises. Donc, chez nos clients PME, ETI, par exemple, il va y avoir des verticales, il va y avoir des départements. Comment est-ce qu'on peut travailler avec des départements RSE, innovation, avec la R&D? Comment tu fais ça, toi? En fait, il faut vraiment aller en interne chez l'entreprise et aller chercher à échanger avec les leaders peut-être de chaque pôle. Parce qu'en fait, quand on communique, quand on dialogue, on se rend compte qu'il y a plein de micro-sujets qui peuvent être ultra intéressants à aller développer derrière en médias et qui peuvent être différenciants par rapport à tout ce qu'on peut proposer à côté. Là, actuellement, moi, j'ai un client qui est un grand groupe qui travaille beaucoup dans l'IA, dans la data. Et il y a une personnalité qui est forte, qui est une jeune femme, qui est leader au sein de l'entreprise, qui a vraiment une volonté de valoriser le leadership au féminin. Mais pas en mode bullshit, vraiment avec des trucs hyper concrets. Et en fait, elle a plein de trucs à raconter et c'est un vrai plaisir de travailler avec elle parce qu'on va pouvoir utiliser son persona, son profil pour aller faire émerger les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est ça, en fait, que j'appelle les sujets froids. C'est quand on a une marque employeur un petit peu forte, quand on a des valeurs à défendre, incarnées, concrètes. Comment est-ce qu'on va faire pour les mettre en lumière et proposer un point de vue aux journalistes qui peut être intéressant? Et il y a autre chose qui me plaît pas mal. Pareil, alors le ratio est pas toujours évident, mais le côté aller chercher dans les plannings rédac des médias les dossiers qui peuvent être intéressants. Toi, encore une fois, dans l'énergie, Oui, on va avoir des j'imagine qu'il y en dossiers a pas mobilité mal. électrique, par exemple. Ça va être intéressant de faire cette détection. Justement, en période décembre, janvier, donc tout le mois de janvier, les rédactions préparent leur calendrier rédactionnel pour l'année. On peut les demander en tant que communicant, marketeur, attaché de presse et noter les sujets qui sont pertinents pour nous. La strat, ça va être de contacter les journalistes en anticipation, je dirais 3 mois avant que le sujet va être traité sous forme de dossier, de manière à se positionner. Ouais, d'ailleurs, il faut toujours prendre en compte, on n'en a pas parlé, mais les délais de bouclage. Ouais. On rappelle que un hebdomadaire et un quotidien, les délais de bouclage vont être beaucoup plus récurrents, évidemment. Mais par contre, un mag mensuel, il peut boucler potentiellement 2 à 3 mois avant. Un semestriel, n'en parlons pas. Donc, trimestriel, pareil. Donc, il faut toujours prendre en compte le fait de bien regarder au moins à 4 à 6 mois en avance avant d'aller proposer un sujet. Ou alors, si on est en retard, on note pour l'année d'après. C'est ça. On peut avoir parfois de la chance lorsqu'il y a un porte-parole qui se désiste, mais ça, c'est voilà, il ne faut pas trop compter dessus. Ouais. C'est du last minute. J'aime bien ce que tu as dit sur le leadership d'opinion féminin. Moi, ce que je recommande, c'est sur la première année d'accompagnement RP, on met le focus sur le porte-parole, donc on va dire numéro 1, qui va être en général président, CIO, fondateur de l'entreprise. En général, c'est la personne la plus adéquate pour une première année et de bien la faire émerger dans les médias. À l'issue de la première année, quand on a déjà eu beaucoup d'interviews, de retombées presse également, et que les journalistes ont ce porte-parole dans leur radar, ça peut être intéressant de
d'avoir, on va dire, d'abaisser un petit peu la charge médiatique de cette personne qui est en général très sollicitée et de diversifier le porte-parole au sein de l'entreprise. Donc, on va les médias traîner et préparer des stratégies, mettre en avant des profils issus du COMEX, par exemple. Donc, il peut y avoir des femmes brillantes, intéressantes, qui vont vraiment régaler les journalistes. Ils sont très friands de ces profils-là, les femmes porte-parole. Il va y avoir des profils, par exemple, des directions innovation, des directions RSE, des directions R&D, qui vont avoir les bénéfices, donc encore une fois, diversifier le porte-parole, mais aussi de pouvoir traiter les sujets d'une entreprise via de nouveaux médias, de nouveaux angles, en allant toucher des journalistes qui sont différents de ceux qu'on peut être amené à toucher tout au long de l'année. Voilà. Complètement. Ouais. Et ça revient en fait, encore une fois, à décloisonner aussi tous les liens qu'il peut y avoir entre les différents services. Il y a vraiment des pépites des fois qu'on rencontre et on est très content en tant que RP quand on met la main dessus. Oui, parlons-en peut-être de ce décloisonnement. Nous, ce qu'on va vous encourager à faire, c'est justement, en tant que responsable marketing, responsable communication, mais d'aller travailler avec les directions vente, direction innovation, et d'aller voir en fait sur quel sujet est-ce qu'ils bossent, quels sont les sujets qui sortent, qui reviennent donc du marché, par exemple sur les rendez-vous clients, rendez-vous prospects, qu'est-ce qui revient régulièrement? Peut-être qu'il va y avoir des sujets récurrents, des sujets qui sont identifiés. Ces sujets-là, il va falloir en faire une tribune d'opinion, par exemple. Tribune d'opinion d'ailleurs dont on va parler tout à l'heure dans notre dernier volet. Toi, je sais Pauline que tu fais pas mal de rendez-vous informels. Oui. J'aimerais bien qu'on en parle. Moi, j'ai moins l'habitude de le faire avec mes clients, mais je crois que toi, dans le secteur de l'énergie, c'est quand même fortement apprécié. Oui, alors j'en fais pas mal pour mes porte-paroles. Il va y avoir 2 types de rendez-vous informels que je mets en place. Pour mes CIO, donc quand on va travailler sur notre wishlist, notre shortlist de médias ciblés avec ma direction marketing, eh bien on se rend compte qu'en fait, les journalistes, notamment dans le contexte de salon, quand un client va exposer, une entreprise va exposer un salon, eh bien tu vois, en amont d'un salon, je vais aller solliciter démarcher donc les journalistes partenaires notamment du salon et proposer mon client pour des rendez-vous informels sur les thématiques connexes au salon. Et en fait, ça fonctionne bien. J'arrive à avoir, alors c'est pareil, je ne vais pas en avoir 20 ou 30 de rendez-vous informels, on parle de 2 à 3 rendez-vous informels, mais si on le fait chaque trimestre, eh bien, mine de rien, tout au long de l'année, on va augmenter notre volume d'interviews et d'expositions médiatiques pour notre porte-parole. Ça fonctionne bien. Donc ça, c'était la première chose, le dirigeant ou le porte-parole dans un contexte, par exemple, de salon pour de la presse spécialisée. Et la deuxième chose qui fonctionne extrêmement bien, pour des entreprises qui vont être assez établies à l'échelle française, notamment des PME, des ETI, des grands groupes, quand on a des responsables régionaux. Donc, tu vois, quand ta carte française, en général, elle va être coupée donc, par région, on va dire en 4, par exemple. Eh bien, je vais aller travailler avec chacun des responsables régionaux pour faire en sorte de lui faire rencontrer la presse locale. Et ça, c'est très intéressant parce que, encore une fois, ça nous permet de toucher des médias qui sont différents de ceux qu'on peut toucher quand on fait des campagnes aux nationaux. Nos responsables régionaux, ils vont être intéressés d'avoir un porte-parole en local qui connaît extrêmement bien ces sujets. Dans mon cas, ça va être sur les parcs solaires, éoliens qu'on va avoir en région chez mes clients. Et du coup, ils vont avoir plein de questions autour de ces parcs, autour de ce que ces parcs vont apporter au territoire. Et les responsables régionaux connaissent leurs chiffres par cœur, leurs sujets par cœur, et sont extrêmement contents de se frotter à cet exercice. Et ça nous fait des très belles retombées en PQR qu'on ne peut pas forcément avoir sinon sur des campagnes qui ne vont pas intéresser sur des campagnes aux nationaux. Et la PQR, Dieu sait qu'elle est précieuse. Elle est hyper impactante et elle peut nous faire repérer par les médias nationaux. Absolument. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, du coup, dans ta démarche, on n'est pas obligé, côté PQR, d'avoir de l'actualité à défendre ou de l'actualité chaude dont on parlait dans le premier volet. On est vraiment là pour... Encore une fois, apporter un éclairage, prendre de la hauteur et donner des chiffres d'impact territoriaux que le journaliste n'aurait pas pu avoir autrement que par le porte-parole que toi, tu as mis en avant. Absolument. Il y a un autre sujet dont j'aimerais parler sur nos sujets froids que finalement, quand on dit sujets froids, c'est qu'on peut les mener tout au long de l'année, indépendamment qu'il y ait une actu chaude ou pas. Bien sûr, les journalistes, même en PQR, même dans ce cadre, ce contexte de rendez-vous informel, les journalistes vont nous dire quelle est votre actu chaude. Mais d'expérience, honnêtement, ils me prennent quand même les rendez-vous. Ils sont intéressés d'avoir ce lien avec le local. Donc, ne vous privez pas. Au pire, vous connaissez les ratios, on va être sur...
1 à 2 oui pour 10 demandes. Je vous partage les chiffres, ne prenez pas peur. Nous, on est sur des métiers vraiment où il faut être un peu résilient et avoir de la pugnacité, mais on est toujours récompensé. Est-ce que tu serais d'accord qu'on parle des cas clients? Ouais. C'est un sujet qui m'intéresse énormément en tant que marketeuse, ancienne responsable marketing. Un cas client, ça va être quoi? Ça va être une mise en avant d'un succès, on va dire commercial, avec donc un client de notre client, du point de vue, nous, d'attachés de presse, où ils ont fait, eh bien voilà, ils ont mis en place une solution commerciale liée à ce que proposent nos clients. Et on a pu chiffrer les bénéfices liés à cette collaboration commerciale. Comment est-ce qu'on peut convertir ça au niveau RP? Il est rare qu'on ait des vrais cas clients à proposer, parce que généralement, on n'a pas les chiffres, on n'a pas les indicateurs de performance. C'est un peu compliqué. Pour autant, je discutais avec une journaliste en local il y a à peu près un mois, qui était à Lyon, et qui me demandait justement des retours de clients. Un mois plus tard, j'ai toujours pas été en mesure de lui donner. Donc, effectivement, il faut du concret, il faut des chiffres, il faut que les deux porte-parole de chaque entreprise aient la volonté d'être mis en avant, de pouvoir être porte-parole de leur propre entreprise, d'apporter des choses concrètes et de pas être, je redis, mais pas être dans du bullshit. On est les meilleurs, on a fait ci, on a fait ça. Non, on veut vraiment des indicateurs de performance. Et ça, c'est toujours un peu compliqué à avoir. Donc, si jamais vous, en tant que directeur communication marketing, vous arrivez à aller creuser ce truc-là, je pense que il y a une vraie valeur ajoutée à proposer des choses comme ça aux journalistes. On va rappeler le format typique du cas client en Ouais. marketing, c'est en 3 étapes. Quel était, on va dire, le pain point, la difficulté, la problématique qu'avait notre client, par exemple, ou le client de notre client? Comment est-ce qu'il a réussi à solutionner, donc quelle solution il a déployée, mis en place pour pouvoir résoudre ce problème-là? Et ensuite, le résultat, le chiffrage concret, quels ont été les bénéfices, si possible, en termes de ROI, donc en résultat sonnant et trébuchant. Et en fait, il y a plusieurs fois où j'ai été amenée à mettre en place des cas clients dans le cadre au niveau RP pour mes clients à moi, sauf qu'en fait, les chiffres qui étaient partagés par les clients de mes clients, les partenaires commerciaux, n'étaient pas suffisamment, comment dirais-je, il n'y avait pas assez de matière en fait. Les journalistes ont vraiment besoin de chiffres qui soient quand même, enfin, qui est de la matière. Et malheureusement, il y a parfois un contexte de rétention d'informations. Donc, s'il vous plaît, quand vous mettez, chers marketeurs, quand vous mettez ça en place, quand vous essayez d'obtenir les cas clients, il faut que le partenaire en face joue le jeu. Sinon, on ne pourra pas l'exploiter. Très bien, Denise, c'est un vrai travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Et je mettrai peut-être, pour finir sur cette partie-là, un petit accent sur les formats via lesquels on peut exploiter, mettre en avant nos cas clients. Bien sûr, on peut les mettre en avant sous la forme de... On peut faire un flash news, on peut faire des pitchs ciblés aux journalistes. On peut faire... Donc, il y a des articles de blog qu'on peut relayer, nous, côté presse. Infographie, alors ça fonctionne très bien, des choses visuelles que les journalistes vont pouvoir à la fois absorber eux-mêmes, mais aussi mettre en avant via leurs médias. Et un format dont on ne parle pas assez souvent, je trouve, ce sont les webinars. Ce sont lorsque les deux parties prenantes, donc nos clients par exemple et leur partenaire commercial, leurs clients à eux, vont faire un webinar commun, vont partager ces infos-là pendant peut-être une demi-heure de manière digitalisée. Et nous, on va pouvoir envoyer les journalistes, donc partager l'invitation aux journalistes pour qu'en fait, ils se joignent à ce webinar et qu'ils puissent prendre des notes. Et j'ai déjà vu à plusieurs reprises des articles de presse sortir suite au fait que les journalistes avaient participé à ces webinars sur des sujets cas clients. Donc ça fonctionne. Marie, j'ai trouvé ces échanges autour de la seconde partie, donc nos sujets froids passionnants. Pour faire une petite récap, on a parlé sur notre pyramide finalement de notre stratégie RP à déployer en 2026. On a parlé d'un socle avec nos sujets chauds, nos annonces chaudes qu'on va faire lorsqu'il y a des momentum. Ensuite, on va avoir un socle de sujets froids qui vont être déployables finalement tout au long de l'année et qui vont appuyer notre expertise. Et ensuite, on va avoir un haut de pyramide qui va être autour du thought leadership. Comment est-ce que toi, tu définis le thought leadership? Pour moi, on est clairement sur une voie qui est claire, un point de vue qui est assumé. On parlait tout à l'heure d'un combat intellectuel. Alors, encore une fois, on ne rentre pas dans la polémique, mais on fait avancer le débat.
Nos dirigeants, ils sont des porte-parole engagés qui portent leur sujet. Et les journalistes aiment quand il y a voilà, justement cette posture incarnée, des experts qui connaissent bien leur sujet, bien leur secteur. La plupart de mes dirigeants, honnêtement, les CEO avec lesquels je bosse, ils sont dans leur industrie depuis 10, 20, 30 ans. Ils ont fait toute leur carrière, par exemple, dans mon cas, dans le secteur des énergies renouvelables ou de la mobilité électrique. Donc, ils sont déjà connus et reconnus pour leur expertise. Et finalement, à chaque action presse que l'on fait, ils continuent d'améliorer ce thought leadership, cette expertise aux yeux de leur écosystème business et de l'écosystème médiatique. Mais du coup, quel format on peut prendre typiquement, on en parlait tout à l'heure, la Tribune, qui est quand même, j'ai envie de dire, le numéro 1 en RP pour émerger en thought leadership. On a des prises de parole LinkedIn incarnées. Alors, parfois, il y a des ghostwriters derrière qui aident à travailler le fond, la forme. Et je trouve que d'ailleurs, c'est un très bon investissement pour l'année à venir, quand on le peut, de mettre dans le budget comme marketing quelqu'un qui va pouvoir aider à formuler et à faire une stratégie éditoriale LinkedIn. Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn est le canal numéro 1 en termes de business, on ne va pas se mentir. Il y a également... Ouais. Alors, oui, peut-être pour rebondir, le terme qui est utilisé, vous en avez certainement entendu parler, c'est le terme CEO advocacy. C'est lorsqu'il y a une stratégie LinkedIn autour du dirigeant qui peut être déclinée, déployée sur les strates au niveau des équipes opérationnelles ou du board d'une entreprise. On va appeler ça employee advocacy lorsqu'il y a une stratégie éditoriale, des sujets qui sont portés par les équipes, donc employés d'une entreprise. Complètement. Et j'étais coupée, t'allais nous parler. Non, mais au contraire, on est là pour ça. On a des conférences, les tables rondes, où on peut effectivement mettre nos dirigeants ou les porte-paroles sectoriels sur des thématiques hyper pointues. Absolument, sur des salons. Donc ça peut être des keynotes s'ils sont tous seuls, ça peut être table ronde que soit eux vont organiser ou alors auxquelles ils vont prendre part. On garde en tête d'ailleurs que les journalistes et les médias partenaires de salons, d'événements B2B sont souvent ceux qui coordonnent, organisent les tables rondes. Ils vont aller choisir des porte-paroles. Et moi, ça m'est déjà arrivé que à l'issue justement de rendez-vous informels, on en avait parlé juste avant, quand une journaliste, une rédac chef avait rencontré mon dirigeant, elle lui a proposé d'intervenir sur une table ronde. On garde en tête quand même, soyons lucides, dans certains cas, pour beaucoup étudier le sujet en 2026 et avoir déjà des opportunités de prise de parole pour mes dirigeants, dans certains cas, elles vont être payantes, les opportunités de prise de parole. Donc, il y a quand même un business model autour justement de la conférence pour les organisateurs qui est les intervenants vont être payants. Voilà, petit warning. Il y a un truc qui est encore pas hyper payant, quoique ça commence quand même à arriver, ce sont les tribunes d'opinion. Et moi j'aime beaucoup cet exercice-là. Je trouve qu'il est intéressant parce qu'on peut vraiment se démarquer dans le propos qui est développé. Alors, une tribune d'opinion, on va peut-être rappeler ce que c'est, puis les codes. Oui. Donc, dans un média classique, on a les articles rédigés par les journalistes. Et puis, parfois, pas tous les médias, et on en parlera peut-être après, on donnera peut-être une liste en fait, de médias qui accueillent des tribunes et d'autres qui ne le font pas, ce qui pourra aiguiller concrètement avec des cas pratiques vos futurs projets. Donc, les tribunes, c'est un espace en fait que les médias mettent à dispo des dirigeants, des porte-paroles de manière générale, qui normalement n'est pas payant, mais par contre, il faut avoir un ton, il faut avoir des codes à respecter pour pouvoir espérer être publié. Donc, les codes d'une tribune, pour être très pragmatique, on le dit, je le redis, je sais, je me répète, je ne radote pas, mais c'est hyper important. Un angle fort, un propos engagé qui nourrit le débat, faire le lien avec des chiffres contextuels, avec des tendances, avec une réglementation qui est plutôt prégnante dans le moment, dans l'instant T. Évidemment, aucune autopromo. On ne va pas dire dans une tribune... notre service est le meilleur, nous on a fait ça, voilà ce que ça a donné. Non, on prend vraiment de la hauteur sur un marché.
Tu as dit ce que la tribune est, et donc du coup, on peut insister sur ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas un levier, un canal d'autopromo pour le dirigeant ou justement de publicité pour l'entreprise. Ça, les journalistes ne prennent pas. Si vous voulez faire cela, c'est possible. Ça s'appelle un public communiqué, public reportage, et du coup, vous allez pouvoir pousser des infos commerciales. Et là, c'est autorisé. Donc attention, grosse nuance. Et il y a quand même quelque chose qui est... Enfin, on ne peut pas passer à côté, c'est l'usage de l'IA. Alors oui, l'IA est un formidable outil pour aider à faire des tribunes, mais je dis bien aider. Pourquoi? Parce que vous pouvez structurer votre propos, vous pouvez aller faire de la veille, encore une fois. Trouver de nouveaux angles. Voilà, faire de la veille, moi je l'ai appris dans une formation IA, RP, demandez toujours à votre GPT de s'autocritiquer parce que des conneries, il peut en débiter pas mal. Donc vérifiez toujours à la fois de manière automatique, mais également vous avec votre propre veille manuelle. Il faut toujours faire marcher son cerveau, quoi qu'il en soit, même avec l'IA. Donc il y a un truc dont on a parlé tout à l'heure en off avec Pauline, qui était que les journalistes aujourd'hui et les lecteurs le voient arriver à 10 000 quand il y a une tribune qui est écrite entièrement par l'IA et non retravaillée. Et ça, c'est rédhibitoire Absolument. pour les journalistes. Et je crois que tu as une... Oui, j'ai une anecdote sur le sujet. C'était il n'y a pas très longtemps. J'avais un call avec un rédac-chef et un porte-parole d'entreprise, donc mon CIO, la directrice marketing et ma plume, la ghostwriter qui écrit les tribunes pour mes dirigeants. Je vais leur faire de la pub. Je travaille avec 2 formidables femmes, Solène Thomas et Caroline Ducenter, qui sont les plumes derrière les tribunes de mes dirigeants. Et donc le rédac-chef qui accueillait mon porte-parole comme contributeur régulier à son média. Donc on place une tribune tous les 2 mois. Dans son média, nous disait attention, on a notre lectorat qui nous a fait remonter le fait qu'il voyait le fait que les tribunes étaient qu'on plaçait, qu'on avait fait passer jusque-là. Peut-être que les gens, ça passait au début, les gens n'étaient pas très avertis et ne voyaient pas trop la différence entre une tribune écrite à la main et par l'IA. Les gens sont de plus en plus sensibilisés et l'œil, je dirais, entraîné. Et du coup, c'est son lectorat qui lui faisait carrément remonter, c'est impressionnant. Le fait qu'il sentait qu'il y avait des tribunes qui étaient rédigées par l'IA. Donc, il a dit qu'il augmentait largement les standards et on l'y encourage pour pouvoir avoir des tribunes qui sont extrêmement qualitatives. Et ça va faire la différence entre est-ce que votre tribune va être prise ou est-ce qu'elle va être recalée. Et il est également intéressant d'aller vraiment étudier les codes propres à chaque média dans le cadre des tribunes. On va pas avoir les mêmes codes entre les échos, donc le cercle Les Échos, où pas mal d'experts peuvent prendre la parole. Enfin, quand je dis pas mal, il y a quand même une très forte sélection qui est faite par l'équipe modération des Échos, on y reviendra. Et puis, par exemple, un média qui accueille peut-être davantage de tribunes d'un point de vue volume, comme le JDN, le Journal du Net. Pour prendre à titre d'exemple les Échos, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment donner du clé en main à l'équipe qui modère les tribunes. Je reprends le format des tribunes typiquement publiées. Donc, il y a un titre fort, entre guillemets. Donc, on reprend un propos de l'auteur de la tribune. Il y a un chapeau d'intro de quelques lignes. Et puis, il y a une longueur à respecter, à ne pas dépasser. Alors, généralement, on est autour de 3900 signes. Alors, je pense qu'il doit y avoir quand même une tolérance de plus ou moins 10%. Mais ne faites pas long avec les Échos. Gardez vraiment en tête qu'il faut rentrer dans leur format, sinon ça peut être vraiment rédhibitoire. J'ai une petite anecdote où j'avais un client qui avait fait une tribune hyper intéressante, mais la modératrice s'était un peu embêtée parce qu'elle était beaucoup trop longue. Classique. Ouais. Donc, et là, j'étais contente parce que finalement, on n'a pas été recalé, mais elle a demandé à ce qu'on réécrive en respectant les 3900 signes du coup attendus. Ce que l'on a fait, et quelques semaines plus tard, la tribune était publiée. D'ailleurs, il y a le côté timing qui est important. Il y a une file d'attente dans les tribunes. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne saurais même pas quantifier en fait combien d'experts prennent la parole aujourd'hui sur le média market français, mais il y en a
franchement des centaines, hein, Clairement. à mon avis, je me trompe pas. Donc il faut quand même avoir un délai en tête de latence de publication entre le moment où déjà vous proposez. Typiquement, je reprends les échos, généralement on a la réponse dans les 2 jours, oui ou non. Et après, il peut s'écouler 15 jours, 3 semaines avant que la tribune soit publiée. Donc important quand même de l'avoir en tête. Absolument. Et je vais pouvoir rajouter une petite astuce que tu m'avais partagée quand on se partage nos tips pour s'améliorer en continu finalement. Tu m'avais dit, je t'avais demandé est-ce que tu partages une bio quand tu mets en avant la tribune et tu m'avais dit en fait pour chaque média, regarde ce qui est fait sur la mise en avant du profil de l'auteur de cette tribune. Si il y a quelques lignes autour de la bio du dirigeant, tu en proposes une. S'il y a juste son nom et son titre, tu partages juste ça. Et en général, ça suffit. Complètement, en fait, on va vraiment faire du mimétisme, quoi. Enfin, Absolument. respecter les codes de chaque C'est ça. média et d'où l'intérêt quand même d'avoir un œil humain derrière, quoi. Ouais, absolument. Donc on a parlé des tribunes d'opinion en détail parce qu'on adore ce sujet-là, il fonctionne extrêmement bien, toi dans ton activité et moi dans la mienne. On a parlé des posts LinkedIn portés soit par le dirigeant, donc ce qu'on appelle le CEO Advocacy, soit par les équipes, Employee Advocacy. On a parlé donc du format conférence qui est décliné sous la forme, alors il y a les webinars, il y a les keynotes, il y a les tables rondes. On a aussi un exercice qui est assez nouveau, que je commence à faire avec certains clients que j'accompagne déjà depuis plus d'1 an ou 2 ans. Quand on est, encore une fois, quand on a déjà touché pas mal de médias et qu'on veut aller un petit peu plus loin dans la stratégie médiatique, c'est ce qu'on appelle, et je vais le dire en anglais, CEO Podcast Tour. Et du coup, faire la tournée des podcasts. En quoi tu penses que c'est intéressant dans le cadre d'une stratégie médiatique ? Je trouve que c'est très intéressant, mais hyper compliqué. Pour être totalement transparente, je l'ai fait, mais à de nombreuses reprises quand même pour les podcasts les plus connus. Il faut aligner un billet derrière et l'entreprise n'a pas toujours le budget pour aller mettre... ça peut démarrer à 2000 euros ou suivant les formules, mais en organique, je trouve que les podcasts sont quand même devenus beaucoup plus compliqués à avoir. Et moi, je suis toujours très transparente avec mes clients. Je le mets en levier, mais je suis pas. Si j'en décroche 2 ou 3 dans l'année, franchement, je suis déjà très contente. Oui, les taux de conversion, c'est toujours la même chose, ne Ouais. sont pas exceptionnels, donc ça va demander pas mal de temps. Tout ce qui est de toute façon sur le démarchage one-to-one, ça nous demande du temps de préparation, ça nous demande nous en tant qu'attachés de presse d'aller écouter quelques épisodes, de voir s'il y a eu des concurrents qui sont déjà apparus et quels sujets ils ont traités via le podcast, qu'est-ce que nous on peut apporter, de l'eau fraîche au moulin. Et, du coup, oui, c'est un exercice qui est intéressant pour aller dans des stratégies RP, je dirais un peu premium, un peu léché. Et une petite précision, il y a aussi des médias traditionnels, ceux avec lesquels nous on bosse au quotidien, qui ont leur propre podcast. Et notamment, je pense à Imo Week, qui dans le cadre du salon MIPIM, donc salon de l'immobilier bien connu dans le secteur, faisait ses enregistrements podcast dans un contexte salon, donc au MIPIM. Ils avaient leur salle d'enregistrement et nous, on avait fait une annonce peu avant, comme nous exposions, mon client exposait au MIPIM. Il nous avait invités à enregistrer un épisode et à être interviewés, du coup, dans le contexte du MIPIM. Donc ça, c'est intéressant, une pierre deux coups. Carrément. Donc là, je crois qu'on a quand même pas mal de leviers pour activer le thought leadership sur toute l'année. On a de quoi occuper le terrain. On a de quoi occuper le terrain. Et c'est ça, en fait, on est là pour gagner, gratter des parts d'audience par rapport à la concurrence. On est là pour rester top of mind sur nos sujets. Donc, en bon français, ça veut dire quoi ? Pour rester des évidences aux yeux de notre écosystème business. Donc, investisseurs, partenaires, clients. Au niveau de la marque employeur aussi, c'est très intéressant quand on va avoir des tribunes. Moi, j'ai des DRH qui prennent les tribunes de mon CIO et qui vont, de mes CIO chez mes clients, et qui vont les mettre dans leur process de recrutement, qui vont partager les tribunes aux candidats pour montrer un petit peu les sujets sur lesquels se positionne l'entreprise. C'est un excellent recyclage sujet à tribune. Et ouais, on n'en a pas parlé d'ailleurs de comment on peut utiliser tous les contenus qui peuvent sortir dans la presse, finalement. Ça, je crois que ça pourrait faire l'objet d'un bon futur atelier, commun. Commun. On va inviter les directions marketing, communication qui nous écoutent, si elles sont intéressées pour avoir la liste des médias qui
prennent les tribunes d'opinion aujourd'hui, on ne garantit pas que ça sera encore le cas dans quelques années, mais aujourd'hui, de manière organique, c'est-à-dire sans faire payer. On vous invite à vous connecter à Marie Gramont et à moi-même sur LinkedIn pour qu'on vous partage la liste des médias qui prennent les tribunes d'opinion et ceux qui ne prennent pas les tribunes d'opinion. Je dirais, qu'est-ce que tu en penses, Marie, sur un paysage médiatique français? On a à peu près 50%, voire moins, qui acceptent les tribunes d'opinion. Ouais, je pense qu'on est peut-être même dans la tranche, tu vois, bien y réfléchir, même en dessous. On a quand même un média market qui est varié. Ouais. Finalement, on n'en a pas beaucoup, hein. Non. Mais il faut arriver à bien les travailler, ceux qu'on arrive encore à avoir avant qu'ils passent du côté paid. Payant, paid, ouais, absolument. Marie, je te remercie pour cet échange, c'était passionnant. Qu'est-ce qu'on aurait comme phrase de conclusion pour notre stratégie RP qui fonctionne pour 2026? Pensez toujours à ce format pyramidal, hein, j'ai envie de dire vraiment le socle, vos actualités chaudes qui vont être le moteur de vos communications. Au milieu, allez distiller des sujets froids qui vont valoriser vos valeurs, votre expertise. Et puis après, le thought leadership, qui est un peu the cherry on the cake, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Très bien. Qui vous permet d'être vraiment sur une stratégie RP premium. Oui. Avec tout ça, honnêtement, vous allez avoir des résultats assez rapides et aussi à long terme. Et c'est une stratégie, c'est vraiment un moteur qu'on met en place chez nos clients. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Merci Marie, tu as été une invitée formidable pour cet épisode, ce premier épisode commun. Nous vous encourageons aussi à nous solliciter via LinkedIn ou en commentaire, par exemple sur YouTube, nous dire quel sujet vous plairait que l'on aborde en commun avec Marie, toujours orienté stratégie pour les entreprises B2B. On sera un plaisir de faire des épisodes sur mesure et on se revoit, Marie, très bientôt pour un futur enregistrement. Merci à toi. Pauline, c'était très chouette.